Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent de cette série, nous avons parlé de la décision. Ce moment silencieux où l'on comprend que rester spectateur de sa propre vie n'est plus suffisant. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le avant de continuer, car la candidature n'a de sens que si la décision est solide. Décider est intérieur, candidater est extérieur. C'est le premier passage à l'acte concret. Beaucoup s'imaginent que cette étape consiste simplement à écrire une lettre et à attendre une réponse. La réalité est plus subtile. Une candidature engage votre image, votre cohérence, votre capacité à vous présenter avec justesse. C'est aussi le premier filtre. Certaines demandes n'aboutissent jamais, non par rejet brutal, mais parce qu'elles révèlent une motivation floue ou mal formulée. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment structurer une démarche claire, respectueuse et réfléchie. La candidature n'est pas une formalité, c'est déjà une épreuve de lucidité, et elle commence bien avant l'envoi de votre lettre. Partie 1, une lettre peut tout fermer. Une candidature peut ouvrir une porte. Elle peut aussi la refermer définitivement. Contrairement à ce que l'on imagine, les loges ne manquent pas de demandes, elles manquent de candidatures structurées. Certaines lettres sont trop mystiques, d'autres trop vagues. D'autres encore ressemblent à des lettres de motivation professionnelle de la vie profane. Or, une loge ne recrute pas un salarié, elle examine un engagement. La première impression se construit en quelques lignes. Votre manière d'écrire révèle votre stabilité, votre maturité, votre compréhension du cadre. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais il s'agit d'être cohérent. Beaucoup pensent qu'il faut parler de secrets, d'ésotérisme ou de quêtes spirituelles profondes. C'est souvent l'erreur. Une candidature solide repose sur ces trois piliers simples: clarté, sobriété, responsabilité. Les loges lisent entre les lignes, elles observent votre rapport au temps, votre rapport à l'autorité symbolique, votre capacité à formuler une démarche personnelle. Dans cet épisode, nous allons décortiquer ce que les loges attendent réellement. Pas les fantasmes, pas les idées reçues, mais les critères concrets. Car à ce stade du parcours, la sincérité ne suffit plus, elle doit être structurée. Avant de continuer, si vous êtes engagé dans cette démarche, suivez la série dans l'ordre. Chaque épisode prépare le suivant. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune étape. La candidature n'est qu'un filtre parmi d'autres. Les enquêtes, le passage sous le bandeau et la première tenue demanderont la même rigueur. Alors likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Et avancez avec méthode, pas avec précipitation. On continue. Partie numéro 2, à qui écrire réellement? La première confusion concerne le destinataire. On n'entre pas en franc-maçonnerie en écrivant à la franc-maçonnerie. Il existe des obédiences et au sein de chaque obédience des loges. Une obédience est une structure nationale. Elle garantit une régularité, une organisation, un cadre juridique. Mais l'initiation se vit en loge. C'est la loge qui vous rencontre, c'est la loge qui enquête, c'est la loge qui vote. Écrire directement au siège d'une obédience peut être utile si vous ne connaissez aucun membre. Votre dossier sera alors transmis à une loge proche de votre domicile. Mais si vous connaissez un maçon en qui vous avez confiance, la démarche est différente. Dans ce cas, la cooptation simplifie le premier contact. Elle ne garantit rien, elle facilite simplement l'introduction. Deuxième point essentiel, toutes les obédiences ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines exigent la croyance en un grand architecte de l'univers, qu'on appelle le Gadlu. D'autres laissent la liberté de conscience complète. Certaines pratiquent exclusivement le rite écossais ancien et accepté, d'autres travaillent au rite français ou au régime écossais rectifié, ou encore au rite d'York ou au rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm. Avant d'écrire, vous devez comprendre ce cadre. Une candidature adressée au mauvais interlocuteur révèle un manque de préparation. Ce n'est pas éliminatoire, mais c'est un signal. La candidature sérieuse commence par une cartographie claire. Qui contacter, pourquoi et selon quelle cohérence personnelle. Partie numéro 3, candidature spontanée ou parrainage. Alors, comme on vient de le voir, deux voies principales existent pour déposer une candidature. La première est spontanée, vous écrivez sans connaître de membres. La seconde passe par un parrain. Un maçon accepte de soutenir votre démarche. On appelle ça la cooptation. Beaucoup imaginent que le parrainage garantit l'acceptation. Ça, c'est complètement faux. Un parrain n'impose rien à la loge. Il présente, il témoigne, il assume une responsabilité morale. Mais la loge reste souveraine. La candidature spontanée, quant à elle, n'est pas du tout un handicap. Elle demande simplement plus de clarté. Car personne ne vous connaît, votre lettre devient alors votre première présence.
Dans les deux cas, un principe demeure, la liberté. La franc-maçonnerie régulière ne recrute pas activement, elle n'organise pas de campagne publique, elle attend une demande réfléchie. Psychologiquement, le choix entre spontanéité et parrainage révèle votre position. Si vous cherchez un appui stratégique pour augmenter vos chances, vous êtes dans une logique de résultat. Si vous acceptez que le processus prenne du temps, vous êtes déjà dans une logique initiatique. Le parrainage est un lien de confiance, il n'est pas un passe-droit. Certaines loges préfèrent même tester la solidité d'une motivation sans intermédiaire. La vraie question n'est donc pas « ai-je un parrain ?», mais plutôt « ma démarche tient-elle debout seule ?» Car au moment du vote, c'est votre cohérence qui sera examinée. Partie numéro 4, la structure réelle d'une candidature. Une candidature ne se résume pas à une lettre, elle comprend plusieurs éléments implicites. D'abord, une stabilité personnelle. Les loges examinent votre situation familiale, votre situation professionnelle, votre équilibre général. Il ne s'agit pas de juger votre réussite, mais il s'agit d'évaluer votre disponibilité. Un candidat en pleine crise majeure n'est pas automatiquement refusé, mais la loge peut estimer que le moment n'est pas le plus opportun. Ensuite, la cohérence géographique. Vous devez candidater dans une loge proche de votre domicile. La régularité des présences est essentielle. Une loge n'est pas un club occasionnel, elle repose sur l'assiduité. Troisième élément important, la temporalité. Une candidature n'est jamais traitée dans l'urgence. Même si votre lettre est excellente, les délais sont normaux. Les loges fonctionnent selon un rythme interne. Ce rythme inclut la lecture de votre courrier en tenue, la désignation d'enquêteurs, l'organisation des entretiens. Stratégiquement, comprendre cette lenteur change votre posture. Vous ne postulez pas à une formation rapide, vous entrez dans un processus collectif. La structure réelle d'une candidature est donc triple: stabilité, proximité et patience. Sans ces trois piliers, la meilleure lettre ne compensera pas les fragilités structurelles. Partie numéro 5, les erreurs administratives qui ferment des portes. Certaines erreurs ne sont pas dramatiques, mais par contre d'autres ferment des portes sans retour immédiat. Première erreur, écrire à plusieurs obédiences simultanément. Cela peut sembler stratégique, en réalité cela révèle une démarche opportuniste. Les loges communiquent parfois entre elles. La cohérence est observée. Deuxième erreur, adopter un ton excessif. Une lettre trop mystique inquiète. Une lettre trop technique sonne artificielle. Une lettre trop longue fatigue. La sobriété est un signal de maturité. Troisième erreur, mentir, même légèrement. Exagérer son parcours, minimiser une difficulté, omettre volontairement une information importante, les enquêtes ultérieures révéleront les incohérences. Et une incohérence détruit la confiance. Quatrième erreur, l'impatience. Relancer trop rapidement, demander des délais précis, s'inquiéter publiquement du silence. Le silence fait partie du processus, il teste votre capacité à respecter un rythme qui n'est pas le vôtre. Cinquième erreur, confondre candidature et plaidoyer. Vous ne devez pas convaincre à tout prix, vous devez présenter une démarche claire. La loge ne cherche pas un argumentaire parfait, elle cherche une cohérence stable. Administrativement, la candidature est simple. Symboliquement, elle est déjà une première épreuve. Elle révèle votre rapport à l'autorité, au temps et à la vérité. Et ces trois éléments pèseront plus que vos mots. À ce stade, vous voyez que la candidature n'est pas complexe, mais qu'elle est exigeante. Ce ne sont pas les procédures qui posent problème, ce sont les imprécisions. Choisir une obédience sans comprendre ses principes, écrire sans clarifier son intention, envoyer une lettre sans anticiper les enquêtes. La plupart des refus ne viennent pas d'un rejet idéologique, ils viennent d'une démarche mal structurée. C'est précisément pour éviter ces erreurs que j'ai conçu le Guide du profane moderne, un e-book gratuit. Il vous aide à analyser les obédiences, à comprendre les différences entre les rites, à structurer une lettre claire, sobre et cohérente. Et si vous souhaitez aller plus loin, la formation complète détaille chaque étape du processus avant l'initiation. Comment préparer les entretiens, comment répondre sans surjouer, comment éviter les signaux faibles négatifs. La candidature ne doit pas être improvisée, mais elle doit être alignée. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Avancer seul est possible, mais avancer avec méthode augmente votre solidité. Partie numéro 6, ce que la loge lit vraiment. Quand une lettre est lue en tenue, elle ne l'est pas comme un simple courrier. Elle est écoutée.
Les membres ne cherchent pas un style littéraire, ils cherchent une cohérence. 3 éléments sont observés immédiatement. D'abord, la clarté de la motivation. Pourquoi souhaitez-vous entrer ? Si la réponse est floue, abstraite ou copiée d'un discours général, le doute s'installe. Une motivation solide et personnelle. Elle ne parle pas de changer le monde, elle parle de se transformer soi-même. Un deuxième élément, le rapport à l'autorité symbolique. Votre lettre montre-t-elle du respect ou une volonté de tester, de défier ou d'impressionner ? La loge n'attend ni soumission mais ni arrogance non plus. Elle attend une posture adulte. Troisième élément, la stabilité émotionnelle. Une lettre trop passionnée peut inquiéter. Une lettre trop froide peut sembler stratégique. L'équilibre doit être subtil. Psychologiquement, la loge se demande une chose simple. Cet homme ou cette femme, pourra-t-il ou elle travailler en collectif ? La candidature n'est pas une performance individuelle. Elle est l'entrée dans un corps. Les mots que vous choisissez révèlent votre capacité à écouter, à patienter et à dialoguer. Et ce sont ces qualités qui pèsent davantage que la rhétorique. Partie numéro 7, la psychologie d'une bonne lettre. Une bonne lettre n'est ni brillante ni spectaculaire. Elle est équilibrée. Psychologiquement, elle repose sur 3 axes. Premier axe, la responsabilité. Vous parlez en votre nom. Vous n'accusez pas la société, vous n'expliquez pas votre démarche par la faute des autres. La loge cherche un homme capable d'assumer sa trajectoire. Deuxième axe, la lucidité. Vous ne prétendez pas savoir ce qu'est réellement la franc-maçonnerie, vous reconnaissez votre position extérieure. Cette humilité intellectuelle rassure. Elle montre que vous ne projetez pas un fantasme. Troisième axe, la stabilité. Votre parcours doit apparaître cohérent, pas parfait mais compréhensible. Les ruptures violentes, les changements fréquents, les contradictions non expliquées interrogent. Non par jugement moral, mais parce que la maçonnerie est un engagement long. Une lettre psychologiquement solide ne cherche pas à séduire, elle cherche à être claire. Elle ne multiplie pas les citations, elle n'imite pas un langage initiatique, elle parle simplement. En réalité, la meilleure lettre ressemble à un homme debout, calme, responsable et conscient de ce qu'il demande. Et cette posture, les loges l'aperçoivent immédiatement. Partie 8, les signaux faibles positifs. Certaines qualités ne sont jamais écrites explicitement, mais par contre elles transparaissent dans la lettre. Premier signal faible, la précision. Une lettre datée, structurée, sans faute majeure indique du soin. Ce soin reflète votre rapport au travail. Deuxième signal, la mesure. Vous n'en faites ni trop ni trop peu. Vous ne dramatisez pas votre démarche. Vous ne minimisez pas non plus son importance. La mesure est une vertu maçonnique. Troisième signal, la constance. Si vous avez rencontré un membre auparavant, votre discours reste cohérent avec vos échanges. Les contradictions inquiètent. La cohérence, elle rassure. Quatrième signal, la compréhension du temps. Vous mentionnez que vous êtes conscient de la durée du processus, vous n'exprimez aucune urgence, cette patience est déterminante. Cinquième signal, l'ancrage. Votre vie personnelle paraît stable, vous ne cherchez pas dans la loge une solution à un chaos immédiat. Ces signaux faibles sont rarement commentés ouvertement, mais ils influencent la perception collective. Une loge ne cherche pas un profil parfait, elle cherche un homme prévisible dans le bon sens du terme, stable, fiable, capable de tenir un engagement, et ces qualités se lisent entre les lignes. Partie 9, les drapeaux rouges invisibles. Certaines candidatures échouent sans que le candidat comprenne pourquoi. Ce ne sont pas toujours des fautes graves, mais ce sont des signaux. Premier drapeau rouge, l'obsession du secret. Une lettre qui insiste sur les mystères, les révélations cachées ou les pouvoirs symboliques inquiète. Elle révèle une attente irréaliste. Deuxième drapeau rouge, l'ambition sociale. Si les candidatures évoquent des réseaux, des opportunités ou une influence possible, même indirectement, le doute s'installe. La loge n'est pas un accélérateur de carrière. Troisième drapeau rouge, la revendication idéologique. Une lettre trop politique, trop militante ou trop dogmatique signale une rigidité. La maçonnerie exige la capacité d'écouter des positions différentes. Quatrième drapeau rouge, la victimisation. Se présenter comme incompris par la société ou rejeté par tous crée une tension. La loge cherche des hommes responsables, pas des hommes en quête de réparation. Cinquième drapeau rouge, la précipitation. Une urgence exprimée, un besoin immédiat d'initiation traduisent une immaturité. Ces signaux ne sont pas des condamnations, ils sont des alertes.
La candidature révèle votre rapport au pouvoir, au temps et à la fraternité. Et ces 3 dimensions déterminent votre capacité à vous intégrer durablement. Partie numéro 10, le rôle réel du parrain. Le rôle du parrain est souvent mal compris. Il n'est pas un garant automatique. Il n'est pas un avocat chargé de convaincre la loge. Il est juste un témoin. Son rôle consiste à attester de votre cohérence. Il confirme que votre démarche n'est ni impulsive ni superficielle. Mais son engagement est double. En vous présentant, il engage sa propre crédibilité. Si votre candidature échoue pour des raisons graves, son jugement pourra être interrogé. C'est pourquoi un parrain sérieux prend le temps. Il échange avec vous, il vous questionne, il vérifie que votre décision est stable. Psychologiquement, le parrain joue un rôle de filtre. Il teste votre capacité à dialoguer, il observe votre constance dans le temps, il mesure votre maturité. Cependant, même avec un parrain solide, la loge reste souveraine. Les enquêtes seront indépendantes, le vote sera collectif. Stratégiquement, comprendre cela évite 2 erreurs. Premièrement, ne pas idéaliser le parrainage. Deuxièmement, ne pas le considérer comme inutile. Le parrain n'ouvre pas la porte, il facilite l'approche du seuil. Et si vous n'avez pas de parrain, cela ne signifie pas que votre démarche est fragile. Cela signifie simplement que la loge vous découvrira directement. Dans tous les cas, c'est votre cohérence qui pèsera le plus. Partie numéro 11, la candidature comme première épreuve initiatique. La plupart des candidats pensent que l'épreuve commence le jour de l'initiation. C'est inexact. L'épreuve commence dès la candidature. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà confronté à 3 principes initiatiques. Premier principe, la patience. Entre l'envoi de votre lettre et la réponse, il peut s'écouler plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ce temps n'est pas un oubli, il est un filtre. Il teste votre capacité à respecter un rythme collectif. Deuxième principe, l'humilité. Votre lettre sera lue, discutée, parfois critiquée. Des hommes que vous ne connaissez pas débattront de votre éventuelle entrée. Accepter cela sans orgueil, ni anxiété excessive, est déjà un travail intérieur. Troisième principe, la transparence. Lors des entretiens futurs, vous devrez répondre avec sincérité. La candidature ouvre cette dynamique. Elle vous place dans une posture d'exposition. Psychologiquement, c'est un basculement. Vous cessez d'être observateur, vous devenez observé. Et cette inversion du regard dérange parfois. Stratégiquement, comprendre que la candidature est une première épreuve change tout. Vous n'écrivez plus pour convaincre, vous écrivez pour vous présenter avec vérité. Vous n'attendez plus une validation rapide, vous acceptez le processus. La candidature n'est donc pas une simple formalité administrative, elle est un premier engagement visible. Elle montre si votre décision, prise en amont, tient face à la réalité. Et si elle tient ici, elle tiendra lors des enquêtes, puis sous le bandeau, puis en tenue. C'est pourquoi cette étape mérite d'être traitée avec sérieux, car dès maintenant, vous êtes déjà en train de devenir celui que vous prétendez vouloir être. Alors en conclusion, que faut-il retenir de cette vidéo ? Eh bien, la candidature n'est pas une simple lettre, elle est un miroir. Elle révèle votre rapport au temps, à l'autorité et à la vérité. Vous avez compris que cette étape ne repose ni sur la rhétorique ni sur la séduction. Elle repose sur la cohérence. Cohérence entre votre décision intérieure et votre démarche extérieure. Cohérence entre vos mots et votre stabilité. Cohérence entre votre désir d'entrer et votre capacité à patienter. Beaucoup échouent ici parce qu'ils cherchent à accélérer. Ils veulent rassurer la loge, ils veulent impressionner, ils veulent contrôler le processus. Or, la franc-maçonnerie fonctionne à l'inverse. Elle observe, elle écoute, elle prend son temps. Si votre candidature est claire, sobre et alignée, elle franchira le premier filtre. Si elle est floue, précipitée ou idéalisée, elle sera mise de côté. Pas par rejet, mais par prudence. La loge ne cherche pas un profil exceptionnel, elle cherche un engagement stable. Souvenez-vous de ceci, la candidature n'est pas une demande d'entrée, c'est une déclaration de responsabilité. Dans le prochain épisode, nous aborderons une étape encore plus délicate, les enquêtes maçonniques. Vous serez rencontré, questionné, observé. Et cette fois, ce ne seront plus vos mots écrits qui parleront, ce sera vous, par votre présence. Le prochain épisode sort dans 3 jours. Comprendre les enquêtes vous permettra d'anticiper cette phase avec calme, car chaque étape prépare la suivante, et chaque filtre vous rapproche d'une vérité simple. On ne devient pas initié par hasard, on le devient par cohérence.
Je vous rappelle que le lien vers l'e-book gratuit et la formation sont dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le chemin du profane.